IPSUP, c'est historiquement ancré sur la préparation au concours sélectif de l'enseignement supérieur, voilà, très simplement. Donc on a les filières, il y a 4 segments, et je terminerai par la partie lycéenne, comme ça permettra d'illustrer le propos dans le contexte d'aujourd'hui. La première filière, c'est tout ce qui est école de commerce, donc on a des classes préparatoires aux écoles de commerce, notamment, enfin, le terme abusif prépa HEC, on ne prépare pas qu'à HEC, mais enfin, même si beaucoup intègrent HEC chez nous, on est des toutes premières prépa HEC de France, voilà. Que ça soit, on a à peu près 200 élèves, que ce soit dans les classes préparatoires, et on a à peu près 600 élèves aussi, parce que le IPSUP est positionné à cheval entre les classes annuelles et beaucoup d'offres que j'appelle dérivées. Dérivées, c'est des stages, des cycles continus, des cycles de stages, de toute forme de soutien parallèlement aux autres classes annuelles. Bon. Donc HEC, on a 600 élèves à peu près qui viennent d'autres prépa HEC qui suivent les cours de nos professeurs, en plus de nos 200 élèves de classe annuelle. Voilà. Sur la filière école de commerce, qui est toujours le premier segment, on a également beaucoup d'élèves qui préparent aux écoles post-bac. Je ne sais pas si ça vous parle, les écoles post-bac, c'est les concours Sésame Accès, des écoles comme c'est les bachelors, en fait, qui se sont très fortement développés, que les écoles de commerce sont fortement développées depuis 15 ans, et qui ont réellement représenté une alternative au choix entre la fac et les prépas. Voilà. Et donc, d'ailleurs, quand on regarde, Martine le sait bien, quand on regarde l'émergence du secteur privé en France, privé de chez privé, pas privé sous contrat, là où il est essentiellement présent, quand même, c'est dans l'enseignement supérieur, parce qu'il représente aujourd'hui 25% des 3 millions d'élèves qui sont dans l'enseignement supérieur. Et pour reboucler sur ces fameuses écoles post-bac, les écoles post-bac, évidemment, et tous ces bachelors représentent une grande partie de ces écoles privées. Voilà, hein. Alors il y a un petit phénomène spécifique lié aux écoles de commerce post-bac, pour revenir au silo des écoles de commerce, lié à la disparition progressive du financement des chambres de commerce, qui représentaient 40 à 50% du chiffre d'affaires et des revenus, je dirais, des sources de financement d'HEC, de l'ESSEC, de l'ACP, et qui ont convergé vers zéro, Bercy, fonctionnant une partie l'essentiel du trésor de guerre d'ailleurs. Bon. Donc deuxième axe, pour nous, on est leader donc, sur la préparation aux écoles post-bac de commerce, on a à peu près 1000 élèves là-dessus, 950 pour être précis l'année dernière. Et troisième axe, c'est tout ce qui est admission parallèle sur les écoles de commerce toujours. Admission parallèle, vous savez, c'est l'entrée post-L3 en M1. Donc là, on est loin du lycée, parce qu'on arrive 4 ans, à la 4e année après le lycée. Et là, ça s'est beaucoup développé aussi. Les mêmes écoles de commerce, les mêmes causes produisant les mêmes effets, multipliant les voies d'accès, soit via les bachelors, soit via les admissions parallèles, de manière à augmenter leur nombre d'élèves. Pour préciser, une des raisons, pas l'unique raison, il ne faut pas exagérer, c'était de retrouver des formes de financement qui permettaient de pallier la disparition des 40% de contribution des chambres de commerce que j'évoquais tout à l'heure. Premier axe, voilà. Hein, donc, les écoles post-bac, la prépa HEC, les admissions parallèles. Bon, ça c'est le premier axe pour IPSUP. Deuxième axe, c'est la symétrie côté école d'ingénieurs. Donc on opère sous une marque qui s'appelle Optimatype SP, où il y a des cycles continus, des stages, des cycles de stages pour des élèves de maths sup, maths spé, avec des différents niveaux, MPSI, PCSI, MPPC, et puis soit des élèves qui préparent Polytechnique, Normale Sup, Centrale, soit des élèves qui préparent des concours plus au tiers 2, etc. etc. Bon. Donc là, on a à peu près 1000 élèves dans l'année qui suivent ces formations-là. On avait, là, en stage de pré-rentrée, on avait 340 élèves uniquement sur la partie pré-rentrée. Bon, voilà. Et puis, on a décidé, et ça c'est un point intéressant par rapport aux écoles de commerce, d'ouvrir des classes annuelles, des classes classiques, de maths sup, maths spé depuis 2 ans. Là, on a 100 élèves actuellement sur 4 classes. Pourquoi ? Parce qu'on a une conviction, c'est que la filière scientifique restera une filière sélective. Dit autrement, je ne vois pas comment on peut sélectionner des ingénieurs sur un dossier avec des notes du bac où la moyenne des notes du bac est à 15 ou 16, et puis un entretien de motivation. Le jour où vous rentrez dans un avion avec un moteur qui est fait par un ingénieur qui a été sélectionné sur entretien de motivation, changez de compagnie. D'où la nécessité de développer, on trouvait que c'était une bonne idée de développer les filières scientifiques. Bon, après, il y a 2 facteurs. Un facteur macro, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être grand clair pour voir qu'on est dans une époque de rupture technologique et que le besoin d'ingénieurs, les métiers de 2030-2040 sont essentiellement il y a beaucoup de métiers, vous l'évoquiez, qui seront déterminés par l'intelligence artificielle, par le data management, etc. Donc il faut former ces générations-là. Et puis il y a un deuxième facteur, cette fois-ci, qui est plus micro, qui est l'absence de hors contrat, si on revient
à notre sujet, qui est l'absence de hors contrat dans le domaine des préparations aux ingénieurs. Troisième segment, et je vais vite, c'est tout ce que des préparations à Sciences Po Paris, Sciences Po Région, l'ENA. Donc là, on a aussi beaucoup de centaines, on présente à peu près 15 à 20% de la promo de Sciences Po Paris chaque année. Et pour l'ENA, et pour aller vite, sur 40 élèves qui ont intégré l'ENA l'année dernière, 24 venaient d'IPSU. Voilà. Donc ça, c'est le positionnement sur les 3 filières. J'arrive au lycée. Pourquoi avons-nous décidé de développer le lycée? Mais on avait déjà pas mal de présence sur le lycée à travers les offres dérivées. Les stages, les cycles continus, la préparation au bac français, la préparation aux enseignements de spécialités mathématiques qui sont plus sélectifs qu'avant, etc. Et on s'est dit, pour 2 raisons principales, que c'était très important de développer un lycée, même, enfin, IPSUP c'est hors contrat, un lycée, pour la première raison, elle vient en fait de notre ancrage sur les filières sélectives. On s'est rendu compte que de plus en plus, le mode de sélection de filières du supérieur, en fait, prenait la direction du modèle anglo-saxon, c'est-à-dire pas de concours, mais sélection sur dossier. Voilà. Sciences Po Paris, la sélection a lieu sur dossier. Voilà. Donc sur votre dossier, et puis à partir du dossier, c'est-à-dire de vos notes en seconde, première, terminale, vous avez un oral où il faut commenter une image et faire un entretien de motivation qui explique pourquoi vous avez envie de faire Sciences Po. Bon. C'est certain qu'à partir de là, les notes du lycée deviennent très importantes. Hein. Bon. Alors, ce qui est singulier dans le sujet, c'est qu'au même moment, alors que les notes de lycée deviennent très importantes, c'est ce que j'expliquais, j'ai rencontré il y a quelques semaines à Mathias Vichra, le patron de Sciences Po Paris, je lui dis, mais comment tu fais pour sélectionner tes élèves alors que, et c'est un point original aujourd'hui, il y a eu une inflation galopante avant le prix du baril, avant le gaz naturel, avant l'agression de Poutine, il y a eu une inflation sur les notes. Voilà. Et cette inflation sur les notes, elle est liée aux réformes qui ont eu lieu sur le contrôle continu et qui fait que, c'est simple, hein, les lycées se sont rendus compte que, puisque eux-mêmes sont maîtres pour donner les notes et qu'il n'y a plus d'épreuves communes de contrôle continu, enfin ça n'était qu'un projet de la réforme Blanquer, mais qui a été vite nettoyé pour des questions d'organisation, chaque lycée mettait ses propres notes. Et comme, parallèlement, ce qui est original, il y a un classement des lycées qui ne cesse de développer depuis quelques années, vous avez des lycées qui sont tout de suite, on met des bonnes notes, donc on va avoir, puisque les notes de contrôle continu, c'est 40% de la contribution au baccalauréat, on va tout de suite réinflater, remonter dans le positionnement du classement sur les meilleures mentions dans les classements au bac chaque année. Résultat, ceux qui ne se sont pas rendus compte qu'il fallait remonter les notes, donc des lycées sérieux qui se sont dit, un élève, si on lui donne 15 ou 16, tout de suite, évidemment qu'il n'aura pas le meilleur lui-même. Ça sera d'ailleurs, c'est la situation la plus funeste, c'est que les parents vont avoir l'impression que l'élève est très bon, lui-même, soit il n'est pas bon et il y a un sujet de décalage, soit il a un potentiel pour être bien meilleur et on n'exploite pas son potentiel. Bon. Donc tout ça fait qu'on s'est trouvé dans une situation où aujourd'hui, c'est la deuxième raison, première raison, de plus en plus les dossiers comptent pour rentrer dans les filières sélectives, et deuxième raison, le mode d'organisation des lycées, le mode d'évaluation dans les lycées nous semble de nature à dévaloriser ces lycées. Voilà. Et aujourd'hui, là, pour le coup, même ceux qui étaient résistants, c'est-à-dire qui continuaient à mettre 12, 13, 11, etc., ont fini par lâcher. Et la digue, aujourd'hui, a emporté, nous, quand on reçoit nos dossiers en classe préparatoire, on reçoit quelques milliers de dossiers chaque année de classe prépa, donc on voit les dossiers des lycées, vous avez 15-16 de moyenne sur tous les secondes. Voilà. Donc, comme personne, pour l'instant, n'a réussi à mettre 23 sur 20, bon, ce qui serait la solution à la fin. Bon, vous avez un problème d'écartis entre le 15-17 et le 20. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième nature de problème sur le lycée aujourd'hui. Et je ne sais pas comment ils vont se sortir. C'est peut-être un problème de calibrage technique dans le cadre de la réforme bancaire, mais en tout cas, c'est réel. Et c'est néfaste parce que ça va vers un nivellement du sujet vers le bas. Troisième facteur important, donc, les modes de sélection des concours. Deuxième, des effets de réforme qui font qu'il y a une inflation des notes qui n'est pas vertueuse. Et le troisième effet, très simplement, c'est la crise de vocation des professeurs. C'est certain, ça aussi, ça décrit la chronique XRL. Nous, on a un exemple concret. J'ai recruté l'année dernière, donc au parcours de la personne. Elle était passée par Henri IV, donc un professeur,
Henri IV, elle a intégré la RUDUM, Paris. Bon, RUDUM, elle a présenté HEC, elle a intégré HEC, elle est allée à Columbia, elle a passé l'agrégation de lettres, donc un petit CV. Elle a passé l'agrégation de lettres, je l'ai trouvé à 31 ans, professeur de français au lycée de Meaux. Alors Meaux, c'est sympa, Jean-François Côté. Lycée de Meaux. Bon, il a fait plein de choses pour cette idée. Lycée de Meaux. Et le problème là, c'est qu'elle attendait Godot. Godot, c'est qui? C'est l'inspecteur général de l'Académie, voilà, qui éventuellement un jour allait repérer ce petit joyau pour la faire entrer en université ou en classe prépa, s'il y en a encore. Bon, c'est le sujet. Donc nous, tout ça, enfin cumulé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'est dit, Pessu? Bon, c'est une marque connue dans le panorama des institutions sélectives. On s'est dit que c'était très naturel pour nous de remonter vers le lycée et d'offrir à nos élèves des classes de seconde, des classes de première et des classes de terminale. Alors, on avait déjà une classe de terminale, c'est petit, qu'on appelait terminale intégrée pour alimenter nos propres classes prépa, connaissant bien les élèves, à fortiori dans un contexte où l'évaluation des dossiers est toujours plus difficile pour les raisons que j'évoquais avant. Et on s'est dit qu'en fait, ce qui était très naturel, c'était de remonter en amont du cycle lycée à partir de la seconde. Alors, notre expérience, c'est tout récent. On vient de la créer, la seconde. On en créera plusieurs. Deux remarques par rapport à ça. Une petite anecdote. Quand on a créé la seconde du TSU, moi j'ai créé la seconde pour toutes ces raisons que j'évoquais. Donc, des raisons de fond. Et là, des journaux qui ont commencé à se dire, attendez, il a compris que Henri IV, parce qu'on est à côté d'Henri IV. Bon. Henri IV et Louis le Grand allaient intégrer le parcours à Fellnet. Je ne sais pas si ça vous parle, Fellnet. Oui, c'est des sélections, c'est l'algorithme de passage du collège vers le lycée, qui intègre un indicateur qui est l'ISP. Vous savez ce que c'est l'ISP? C'est l'indicateur, un indicateur socio-professionnel du taux de boursier, pas d'une personne, mais d'un lycéen moyenne. Et donc, dans le cadre d'une affirmative action de l'Académie de Paris, on essaie d'organiser une péréquation des taux de boursiers entre les lycées. Bon, et il y avait une exception culturelle qui était Henri IV et Louis le Grand. Bon. Et cette exception culturelle n'a pas pu durer, puisque, en fait, Henri IV et Louis le Grand, le rectorat, leur a demandé de rejoindre la Fellnet. Et à ce moment-là, il y a eu un certain nombre d'esprits chagrins qui ont dit, madame, à l'IPSU, ils développent leur seconde parce que comme il y a Henri IV et Louis le Grand, ils vont rejoindre la Fellnet et il y aura une voie d'eau et formidable, c'est le tout. Et j'ai d'ailleurs parlé avec la proviseure d'Henri IV hier, elle m'a dit alors, je lui ai dit non, pas du tout, on ne touche pas à des pupious, il reste chez toi, en revanche, on recrute au niveau national, et très bien, à la fin, ça recoupe des problématiques bien plus importantes que les problématiques pures de la Fellnet, voilà, qui sont que des problématiques techniques du moment. Voilà. Et ce qui nous travaille, donc là, voilà, je vous donne présenter le PSU, pourquoi on crée notre lycée. Ma conviction de fond, moi, c'est que notre conviction EPSUP, c'est que l'État ne se sortira pas naturellement et facilement, ce qui est triste de dire ça, d'un affaissement de niveau, parce que la crise des vocations est réelle. Et la crise des vocations, elle s'appuie. Enfin, quand vous regardez aujourd'hui le sommet de la hiérarchie et de la pyramide, enfin des professeurs, donc je regarde le taux d'agrégation d'élèves qui sortent d'UM, voilà, en sciences. Voilà. Les chiffres sont simples, il y a 15-20 ans, ce taux d'agrégation était de 50%, aujourd'hui il est 10%. Un élève qui est donc la crème de la crème, en capacité conceptuelle en maths, aujourd'hui va massivement dans le privé et plus du tout dans l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment, il y a un fossé, inouï entre ce qu'ils peuvent trouver dans l'industrie et puis le côté ingrat que peut avoir l'enseignement. Je vous rappelle mon petit exemple tout à l'heure de Marie au lycée. Voilà, donc il y a cette crise, donc là je regarde par le haut, mais aussi, puis on connaît les taux on sait bien qu'il y a plus de postes au CAPES en allemand, en français, en maths évidemment, que de nombre de candidats. Donc cette crise va durer. Et c'est pas avec 125% de dette sur PIB que l'État va avoir les moyens de revaloriser sérieusement les professeurs. Donc on est dans une situation qui n'est pas sympathique. Alors donc c'est une chose, enfin là c'est un propos plus général, je quitte IPSUP, c'est une chose de se dire qu'IPSUP c'est naturel pour nous
compte tenu de toutes les évolutions qu'il y a, c'est-à-dire entre les modes de sélection, les crises de vocation, les modalités d'application du contrôle continu, etc. Mais fondamentalement, devra se développer dans le domaine du secondaire ou du collège. Vous voulez créer un collège et probablement une forme d'économie mixte qui viendra probablement résoudre une partie des problèmes du secteur public. Hein. Dans le modèle suédois, il y a 20-25 ans, ils ont eu le sujet, ils ont un problème de performance du modèle public. Bon, ils ont, c'est la Suède, c'est plus petit, c'est original, mais le gouvernement suédois a créé une sorte de chèque, pas d'emploi service, mais de chèque pour pouvoir restaurer l'équité de l'accès à un enseignement privé de manière à mettre en concurrence le système public. Et à la fin, ça met de la pression sur le système public qui, lui, a progressé. Alors, est-ce qu'en France, on est prêt à faire ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, probablement, dans les années qui viennent, malgré tous les bâtons dans les roues, et Anne, tu l'évoquais très bien, qui sont dit pour les écoles privées en contrat, etc., je pense que la DIG, là aussi, va céder, et qu'au bout d'un moment, le privé construira, pour avoir une présence beaucoup plus significative, les besoins s'en faisant sentir. Voilà. Je ne sais pas si j'étais... Bon. On est dans une situation, effectivement, où ceux qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas accéder aux écoles indépendantes. Et c'est pour ça que la Fondation Kéros, que j'ai pu fonder avec Chantal Delsol, qui est ici, elle vient de partir. La Fondation Kéros à l'Institut de France a pour un des objectifs principaux de mettre en place un système de bourse pour rendre de plus en plus possible le fait que des enfants de toutes origines accèdent à ces écoles. Parce que ça reste un problème évidemment majeur, et comme l'État met un temps fou à réformer ces écoles, il faut quand même agir. Ça, je pense que c'est un point qui est vraiment déterminant. Par rapport à Parcoursup, on nous demande souvent aussi si les élèves des écoles indépendantes sont finalement pénalisés. Moi, j'ai le sentiment que les élèves du privé sont pénalisés, oui, mais pas spécifiquement ceux des écoles indépendantes. Est-ce que vous avez la même analyse? Alors, peut-être qu'IPSUP, c'est un peu particulier. Moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser le cas d'IPSUP sur la problématique de sélection Parcoursup, parce qu'ils savent que, compte tenu de taux d'intégration par ailleurs, les élèves qui sont formés sont des élèves de très bon niveau. Mais c'est pour autant, c'est pas une fois que j'ai dit ça, que ça soit avec certaines initiatives de l'ensemble du secteur privé, j'en suis conscient. Voilà. Il y a un petit sujet d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est vrai que nous, on peut sélectionner les élèves en leur faisant passer des tests, et très souvent, on tombe sur des élèves qui ont 17 de moyenne en maths en terminale, et qui ont 4 sur 20 sur le test à l'oral, donc ils ne passent pas pour rentrer chez nous. Bon. Il y a un sujet, donc ça veut dire que pour toutes les prépas privées, ou public ou privé sous contrat, il y a un problème sur la capacité de sélection liée à l'absence de lisibilité. Alors, ce qui est intéressant, si je peux commenter, il y a des contre-mesures qui émergent. Comme le bac est démonétisé, comme les dossiers sont plus visibles, il y a des contre-mesures qui émergent, et notamment, il y en a une qui a émergé récemment. Tessia. Voilà, en maths. Bon. Voilà. Et bien le pauvre qui est le papa de Tessia, c'est pas sympa pour lui. Donc Tessia, c'est un test mathématique qui a été créé il y a 1 an par une association qui est financée par notre fondation, la Fondation Kéros, dont nous sommes tout à fait impliqués dans ce processus. Et ce test permet de classer en valeur absolue et d'estimer en valeur absolue et en valeur relative le niveau des élèves en filière maths spécialisée au niveau bac. Et ça a eu un engouement extraordinaire tout de suite. Tous les gros bahuts ont compris, surtout à Paris, que ça valait la peine. Et maintenant, il y a des établissements post-bac qui se disent « Ah mais ça m'intéresse parce qu'on n'y voit plus rien dans la qualité des élèves. » Et sauf à recruter exclusivement des élèves qui viennent d'une poignée d'établissements très connus comme étant de bonne qualité, on ne sait plus repérer les bons élèves. Malheureusement, c'est une démarche qui n'a plu ni à l'éducation nationale, qui tout de suite a essayé de faire toutes sortes de misères pour que le test ne se développe pas. Mais les gens, quand même, ont compris que c'était intéressant et ça a été un succès et ça va être encore plus un succès cette année. Et donc la Fondation Kéros va de nouveau présenter les résultats, là, normalement en octobre, on fait une conférence de presse où on présente des résultats pour que ça soit de plus en plus utilisé. C'est de la même manière que les bourses sont vraiment une solution, de la même manière ces tests qui coûtent 5 € pour les boursiers, 20 € pour les non-boursiers, c'est un non-sujet. Il y a 35 centres pour passer les examens. C'est un test qui rend la méritocratie réelle dans un pays qui malheureusement lui a tourné le dos. Donc je pense que c'est important de parler de ce test et de cette initiative qui est portée et soutenue par la Fondation Kéros.
Alors, dernière école, une question, pardon. Oui, enfin, c'est un commentaire sur le test, c'est pas le sujet, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir le développement des tests de marque anglo-saxon en France. Tout à fait. Et ça correspond à ce besoin. En fait, on a vraiment voulu soutenir un test accessible financièrement parce que le but, c'est pas faire un business comme d'autres choses. Le but, c'est de pallier, en fait, la dégradation du bac qui fait qu'on ne peut plus voir le niveau des élèves. Et ce sont les élèves les milieux les plus modestes, ce sont les élèves des établissements les plus inconnus qui sont les premiers sanctionnés, évidemment. Parce que les tests sont difficiles d'accès et anglo-saxon. Voilà, et en tout cas, les tests français, là, en tout cas, ce test français rend une forme de justice sociale. Et c'est malheureux de voir à quel point on a subi des pressions. Le porteur de projet, enfin, le principal porteur de projet a subi actuellement des pressions qui sont très fortes. Et nous-mêmes, nous avons subi des pressions très fortes pour cesser de soutenir ce projet. Alors que ça ne retire rien à personne et que ça rajoute simplement une information intéressante pour tout le monde. Donc je pense qu'on a visé juste, parce que pour qu'il y ait une telle levée de bouclier, alors qu'il ne s'agit pas de hors contrat du quoi que ce soit, hein, là on est sur un autre secteur, c'est bien quand même que on a visé stratégiquement de manière assez opportune, je pense, en visant quelque chose de tout à fait social. Encore une fois, 5 € et 20 €, c'est quand même pas fou. Voilà.